Je me souviens encore de cette soirée orageuse où la sonnette de la porte a percé à travers la tempête comme un couteau dans le silence. Moi, Lucas Moreau, j'étais assis à ma table de cuisine, ma main tremblante serrant la facture d'électricité marquée en rouge comme dernier avis. Dehors, le tonnerre grondait avec une telle violence qu'il semblait ébranler les fondations de ma modeste maison. Mon cœur battait sauvagement quand j'ai aperçu à travers le judas 2 silhouettes qui se serraient l'une contre l'autre dans la tempête. De jeunes femmes aux cheveux blonds trempés, les épaules relevées contre la pluie impitoyable. Dans ce quartier, les visites inattendues signifiaient généralement des ennuis. Mais quelque chose dans leur posture, la façon dont elles se soutenaient mutuellement, si perdues et non menaçantes, a touché quelque chose de paternel en moi qui me rappelait mes propres enfants. Cette décision d'ouvrir ma porte à 2 inconnus dans la tempête allait changer ma vie à jamais, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Si vous êtes prêts pour cette histoire de bonté récompensée et de seconde chance, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La tempête faisait rage sur Lyon avec une violence que je n'avais pas vue depuis des années. J'étais Lucas Moreau, 39 ans, assis dans ma cuisine modeste, fixant une pile de factures impayées qui semblaient grandir chaque jour. La facture d'électricité, dans mes mains, portait le terrible cachet rouge « Dernier avis », 3 mots qui résumaient parfaitement l'état de ma vie depuis le divorce. Dehors, le vent hurlait à travers les rues de mon quartier ouvrier, faisant claquer les volets et sifiler l'air à travers les fissures de mes fenêtres mal isolées. Ma petite maison mitoyenne de la rue des Érables tremblait sous chaque coup de tonnerre, comme si elle aussi luttait pour rester debout. Quand la sonnette a retenti, perçant à travers le chaos de la tempête, mon premier instinct fut d'ignorer. À 22h30 par une nuit comme celle-ci, rien de bon ne pouvait venir frapper à ma porte. J'avais appris cette leçon à la dure ces dernières années. Mais la sonnette insista, pressante, presque désespérée. Quelque chose dans ce son m'obligea à me lever, mes genoux craquant après des heures passées penchées sur mes comptes. À travers le judas, je distinguais 2 silhouettes qui se serraient l'une contre l'autre sur mon perron. De jeunes femmes aux cheveux blonds collés par la pluie, leurs vêtements trempés, leurs épaules relevées contre les éléments déchaînés. Elles ne ressemblaient pas aux habitués de mon quartier. Pas de tatouages visibles, pas de piercing, pas de cette dureté qu'on développe quand on grandit dans les cités. Malgré ma méfiance, quelque chose dans leur posture, cette vulnérabilité partagée, toucha une corde sensible en moi. Peut-être était-ce l'instinct paternel, cette partie de moi qui pensait constamment à Emma et Noah, mes propres enfants de 8 et 6 ans qui vivaient maintenant avec leur mère à Marseille. J'ouvris la porte en laissant la chaîne de sécurité. Oui, dis-je, ma voix plus rude que je ne l'avais voulu. La plus grande des 2 leva les yeux vers moi, et je fus frappé par l'intensité de son regard bleu, empli d'une détresse si pure qu'elle me coupa le souffle. « Monsieur, s'il vous plaît, excusez-nous de vous déranger », dit-elle, sa voix tremblante autant de froid que d'émotion. Notre voiture est tombée en panne à environ 1 kilomètre d'ici, et nous marchons sous cette tempête depuis des heures. Nous avons frappé à toutes les portes de cette rue, mais personne ne nous aide. Nous avons juste besoin d'utiliser votre téléphone pour appeler de l'aide. J'examinais leur visage dans la faible lumière de mon perron. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 20 ans, avec des traits identiques qui les marquaient clairement comme jumelles. Mais c'étaient leurs yeux, grands ouverts, emplis de peur et de désespoir, qui me touchèrent le plus profondément. Ils me rappelaient tellement Emma quand elle se réveillait d'un cauchemar et avait besoin que papa rende le monde sûr à nouveau. « Nous avons essayé d'appeler notre assurance », ajouta la seconde jumelle, sa voix tremblant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Mais la tempête a fait tomber les antennes relais et nous n'avons pas d'argent pour un taxi ou un hôtel. Nous marchons depuis des heures. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. Mon côté pratique criait des avertissements. Je ne connaissais pas ces filles. Elles pourraient préparer une arnaque. Dans mon ancienne vie, quand je vivais encore dans la banlieue aisée derrière des barreaux et des systèmes d'alarme, j'aurais peut-être appelé la police et les aurais laissées s'en occuper.
Mais en les regardant maintenant, vraiment en les regardant, je reconnus quelque chose qui transcendait toutes les préoccupations logiques. Je vis mes propres enfants. Noah, maintenant âgé de 8 ans, qui vivait à 500 km à Marseille. Emma, 6 ans, dont les histoires du soir je racontais maintenant à travers des connexions téléphoniques crachotantes, 2 fois par semaine, si j'avais de la chance. Et si jamais ils étaient bloqués quelque part, effrayés et seuls, et s'ils avaient besoin d'aide et que tout le monde les repoussait. « Attendez, dis-je, ma voix plus rauque que prévu. Je fermai la porte pour enlever la chaîne, et quand je la rouvris, la pleine force de la tempête me frappa comme un coup de poing. La pluie fouettait horizontalement à travers le perron, me trempant instantanément. Entrez, sortez de ce temps. Le soulagement qui balaya les visages des 2 filles était si profond, si écrasant, que j'eus moi-même les larmes aux yeux. « Merci », dirent-elles presque à l'unisson en entrant dans mon modeste salon. « Merci beaucoup. Nous pensions vraiment que nous allions devoir passer la nuit dans la voiture. » Je pris 2 serviettes dans la salle de bain, essayant de ne pas avoir honte de leur état usé. Tout dans ma maison portait les traces d'un homme qui arrivait à peine à joindre les 2 bouts. Le papier peint se décollait par endroits, le système de chauffage râlait comme un vieil homme montant des escaliers et les meubles provenaient principalement des brocantes. « Tenez, séchez-vous », dis-je en leur tendant les serviettes. « Je suis Lucas, au fait. »« Je suis Céline, » dit la plus grande, prenant la serviette comme si elle était faite d'or. « Et voici ma sœur Camille. Nous ne pouvons pas assez vous remercier. Nous pensions vraiment que nous allions geler là-dehors. »« Où est votre voiture maintenant ?» demandai-je, fermant la porte contre le vent hurlant qui semblait déterminé à arracher ma maison. « Sur la route des Cèdres, vers le nord, » répondit Camille en séchant ses cheveux blonds. Elle a fait un bruit terrible soudainement et s'est juste arrêtée. Nous ne sommes pas d'ici. Nous étions juste... Elle s'interrompit et lança un regard à sa sœur que je ne pus déchiffrer. Nous cherchions des maisons pour une amie. Je remarquai l'échange, mais ne poussai pas plus loin. La route des Cèdres n'était pas un quartier où l'on cherchait des maisons, surtout pas pour des filles qui avaient l'air de sortir d'un magazine. Mais tout le monde avait ses secrets, et je respectais l'intimité plus que la plupart. Pendant que les jumelles se séchaient, je remarquais des détails qui ne collaient pas tout à fait. Leurs vêtements, bien que trempés, étaient manifestement coûteux. Des robes de créateurs qui coûtaient probablement plus que ma facture d'électricité mensuelle. Des bottes en cuir qui semblaient faites à la main. Des manteaux qui criaient « boutiques exclusives ». Que faisaient des filles comme celle-ci dans mon quartier délabré à cette heure-ci? Le téléphone est dans la cuisine, si vous voulez appeler de l'aide, offris-je, mettant de côté ma curiosité. Peu importe quelle était leur histoire, elles étaient clairement dans un véritable besoin. Céline essaya le téléphone fixe, appuyant sur les touches et tenant le combiné à son oreille avec une frustration croissante. « La tempête doit avoir aussi coupé les lignes, » dit-elle, ses épaules s'affaissant. Je sentis cette traction familière dans ma poitrine, le même instinct protecteur qui m'avait jadis poussé à travailler 18 heures par jour pour construire un avenir pour ma propre famille, l'instinct qui m'avait finalement coûté tout ce qui m'était cher. Mais ce soir, il ne chuchotait qu'une seule chose, « aide-les ». « Écoutez, dis-je, les mots sortant avant que je puisse les repenser. Vous ne pouvez aller nulle part par ce temps. Les prévisions disaient que la tempête durerait toute la nuit. Vous êtes les bienvenus pour rester ici jusqu'à demain. » Les jumelles échangèrent des regards, et je vis le conflit intérieur sur leurs visages, faire confiance à un étranger ou braver la tempête. Aucune option n'était particulièrement attrayante pour 2 jeunes femmes seules. « Nous ne voulons pas nous imposer, » dit Camille, prudemment. Sa voix portait un accent cultivé qui parlait d'école privée et de country club. « Vous avez déjà fait tellement pour nous. Vous ne vous imposez pas, » les rassurai-je, parvenant à esquisser un sourire ironique. « J'ai un canapé qui se transforme en lit. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est sec et chaud. » J'hésitais, soudain incertain de mon environnement modeste. Cependant, je dois vous avertir que l'offre de petit déjeuner est limitée.
Je crois avoir des céréales et peut-être du pain pour des toasts. Pour la première fois depuis leur arrivée, les deux filles y sourirent. De vrais sourires qui transformèrent complètement leur visage. Cela sonne absolument merveilleux, dit Céline, et quelque chose dans son ton laissait entendre qu'elle le pensait vraiment, pas seulement par politesse. Pendant que je les aidais à s'installer, sortant draps et couvertures du placard, nous commençâmes à converser. Les jumelles étaient éloquentes et attachantes, avec une chaleur qui remplissait graduellement les espaces vides de ma maison. Elles les posèrent des questions sur mon travail, ma vie, le quartier. Normalement, j'évitais les sujets personnels. La douleur était encore trop fraîche, trop proche. Mais quelque chose dans leur intérêt authentique me fit m'ouvrir comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Je suis architecte, me retrouvai-je à dire en leur préparant du chocolat chaud avec le dernier reste de ma poudre de cacao, réchauffant mes mains froides. Enfin, j'étais. Maintenant, je fais principalement du travail de conception freelance, quand j'en trouve. Cela semble fascinant, dit Camille, s'installant sur le canapé chaud, les mains autour d'une tasse fumante. Quel genre de bâtiment avez-vous conçu? Ma gorge se serra alors que des souvenirs déferlèrent sur moi. Commerciaux principalement. Immeubles de bureaux, centres commerciaux. J'avais ma propre entreprise pendant un moment. Je ne mentionnais pas comment cette entreprise avait dévoré ma vie, comment mon obsession du succès m'avait aveuglé à ce qui comptait vraiment. Que lui est-il arrivé? Demanda doucement Céline, puis elle parut embarrassée. Désolé, c'est probablement trop personnel. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est bon, dis-je, surpris par ma propre volonté de partager. La tempête dehors semblait créer une bulle d'intimité qui rendait les confessions sûres. Ma vie s'est effondrée il y a 3 ans. Divorce, partenariat commercial dissous. J'ai dû tout vendre juste pour payer les avocats. Je pensais à m'arrêter là, mais quelque chose dans leurs yeux, une compassion qui dépassait largement leur âge, m'encouragea à continuer. J'ai 2 enfants, dis-je doucement, les mots râpant dans ma gorge. Noah a maintenant 8 ans, Emma 6. Ils vivent avec leur mère à Marseille. Les expressions des jumelles devinrent infiniment douces. Cela doit être incroyablement difficile, dit Camille doucement, d'être séparée d'eux. Ma vision se brouilla alors que les émotions déferlèrent sur moi comme la tempête dehors. Oui, ça l'est. Je les appelle 2 fois par semaine, mais ce n'est pas pareil qu'être là. Je rate tout. Les matchs de football, les pièces de théâtre scolaire, les histoires du soir. La semaine dernière, Emma a perdu sa première dent et je l'ai appris seulement 3 jours plus tard, lors d'un appel de 5 minutes. Ma voix se brisa sur les derniers mots, et je me détournai, embarrassé par mon explosion émotionnelle devant ces jeunes étrangères. « Que s'est-il passé? » demanda Céline avec une douceur infinie. « Avec votre femme, je veux dire. » Je pris une inspiration tremblante. Sabine disait que je n'étais jamais là, que je me souciais plus de construire mon entreprise que de créer des souvenirs avec ma famille. Elle n'avait pas tort. Je pensais que je prenais soin d'elles, que je sécurisais leur avenir, mais je ratais leur présent. Quand j'ai réalisé ce que je perdais, il était trop tard. La douleur dans ma voix semblait remplir la petite pièce, se mêlant au tambourinage de la pluie sur les fenêtres comme des larmes sur du verre. Elle a déménagé à Marseille pour un nouveau départ, continuai-je, m'essuyant les yeux du dos de la main. Elle a dit qu'elle devait s'éloigner de tous les souvenirs. Le tribunal lui a accordé la garde principale. Je vois Noah et Emma pendant les vacances d'été et en alternance lors des fêtes, si je peux me permettre le billet d'avion. « À quelle fréquence est-ce » demanda Camille, ses propres yeux brillants de larmes non versées. Cette année pourrait être la première fois que je rate l'été, admis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Le travail se fait rare et les honoraires de l'avocat pour la garde ont dévoré la plupart de mes économies. J'essaie de mettre de l'argent de côté, mais... Je fis un geste impuissant vers la pile de factures sur la table de la cuisine. Les jumelles écoutaient avec un degré d'empathie qui semblait impossible pour leur âge. Elles posaient des questions réfléchies, partageaient des histoires de leur propre enfance. Et graduellement, je sentis la solitude écrasante, ma compagne constante, s'alléger.
Vous savez ce qui m'impressionne le plus dans votre histoire? Dit Céline après un long moment de silence confortable. Vous vous battez encore pour eux. Même quand tout s'effondrait, même quand il serait plus facile d'abandonner, vous essayez encore d'être leur père. Ils sont mon monde entier, dis-je simplement. Même si je ne peux pas être avec eux tous les jours, je veux qu'ils sachent que papa n'a jamais arrêté de les aimer, n'a jamais arrêté d'essayer. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'appris que Céline et Camille avaient grandi à Paris, toutes deux âgées de 22 ans et fraîchement sorties de l'université. Elles parlaient avec affection de leur enfance, mais restaient vagues sur leur relation familiale, mentionnant seulement que leur père était dans les affaires, et détournaient la conversation quand je demandais des détails. Je sentais qu'il y avait plus à leur histoire, mais je respectais leur intimité. Après tout, j'étais un étranger qui les avait prises pour une nuit. Elles ne me devaient pas leur vie. Vous savez, dit Céline pendant que je préparais le canapé-lit avec mes meilleurs draps, nous avons séjourné dans quelques hôtels assez chics au fil des ans, mais je ne pense pas que je me sois jamais senti aussi bienvenu que ici. C'est très gentil de votre part, répondis-je, bordant les draps autour du matelas mince. Mais je suis sûr que vous êtes juste poli à cause de mes modestes accommodations. Non, vraiment, insista Camille, sa voix portant une sincérité qui me fit lever les yeux de mon travail. Ce n'est pas l'endroit, c'est la personne. Vous avez ouvert votre porte à des parfaites étrangères au milieu d'une tempête. Vous avez partagé votre nourriture, votre maison, votre histoire. Peu de gens feraient ça. J'ai des enfants, dis-je simplement, la vérité s'installant chaudement dans ma poitrine comme une braise. Si Noah et Emma étaient jamais bloqués quelque part, effrayés et seuls, j'espérerais que quelqu'un les aiderait. Je prierais pour que quelqu'un dépasse ses propres peurs et soit juste gentil. Alors qu'elles s'installaient pour la nuit, les jumelles chuchotant doucement ensemble sur le canapé-lit, je m'allongeais dans mon lit en écoutant la tempête dehors s'apaiser graduellement. Pour la première fois depuis des mois, ma petite maison ne se sentait pas vide. Le doux murmure de voix, la connaissance d'avoir aidé quelqu'un, la simple connexion humaine, cela me rappelait des temps meilleurs, quand ma maison était pleine de bruits de famille et de rires. Je m'endormis en pensant à la bonté, aux étranges tours du destin qui avaient amené ces deux jeunes femmes à ma porte, et à la façon dont parfois les plus petits actes de compassion peuvent sembler être les choses les plus importantes au monde. Le matin suivant se leva clair et lumineux, comme si la tempête avait nettoyé le monde et permis à tout de recommencer fraîchement. Je me réveillais tôt, comme c'était mon habitude forgée par des années d'essayer de presser plus d'heures dans chaque jour. Je trouvais les deux jumelles déjà éveillées, assises à la table de cuisine et parlant dans des tons feutrés et urgents qui se turent dès qu'elles me virent. « Bonjour, dis-je, leur offrant du café dans mes tasses dépareillées. Comment avez-vous dormi? » « Mieux qu'en des semaines, dit Céline, acceptant le café avec gratitude. Quelque chose dans son ton suggérait qu'elle voulait dire plus que juste le repos physique. Après un petit déjeuner simple de toast et du dernier reste de mon jus d'orange, j'offris de les ramener à leur voiture. Les jumelles acceptèrent, bien que je remarquais qu'elles semblaient étrangement réticentes à partir, échangeant des regards significatifs que je ne pouvais pas déchiffrer. Pendant le court trajet à travers mon quartier, maintenant paisible dans la lumière matinale, elles étaient plus silencieuses que la soirée précédente. Je les surpris à me regarder d'une manière qui me rendait timide, comme si elles voulaient mémoriser mon visage. Leur voiture était exactement là où elles l'avaient laissée sur la route des Cèdres, une BMW élégante avec des plaques de Paris qui semblaient encore plus déplacées dans ce quartier délabré à la lumière du jour. J'ouvris le capot et examinai le moteur, mon expérience dans la construction me servant bien. « Votre courroie de distribution est cassée, diagnostiquai-je, pointant le problème. C'est une réparation simple, mais vous devrez la faire remorquer. Ça ne devrait pas être trop cher. » Les jumelles appelèrent ACHC leur assurance avec mon téléphone, et dans l'heure, une dépanneuse arriva. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec le chauffeur, Céline me pressa quelque chose dans la main. Une carte de visite avec une impression élégante en relief. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit,
dit-elle, ses yeux bleus inhabituellement brillants d'émotion. N'importe quoi. S'il vous plaît, appelez ce numéro. Je jetai un coup d'œil à la carte sans vraiment la regarder, trop pris dans l'étrange tristesse de dire au revoir à ces deux jeunes femmes qui avaient brièvement apporté de la lumière dans mon monde sombre. Merci, dis-je, glissant la carte dans ma poche. Prenez soin de vous, conduisez prudemment. Alors que la dépanneuse disparaissait au coin de la rue, emmenant Céline et Camille, je sentis le poids familier de la solitude s'installer à nouveau sur mes épaules comme un manteau lourd. Le bref épisode de compagnie était terminé, et j'étais de retour à ma réalité de factures impayées, de pièces vides et de l'inquiétude lancinante de savoir si je verrais mes enfants cet été. Mais quelque chose avait changé. Une petite étincelle d'espoir avait été rallumée dans ces quelques heures de connexion humaine. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pourrais, peut-être, continuer. Dans les 2 semaines qui suivirent, je me jetais dans mon travail avec une énergie renouvelée. Je décrochais enfin un petit projet commercial, la rénovation d'un restaurant local qui m'aidait à rattraper quelques factures et, si j'étais économe avec chaque centime, peut-être à mettre de côté assez pour un billet d'avion vers Marseille. Je pensais occasionnellement à Céline et Camille, me demandant si elles étaient rentrées en sécurité chez elles, mais les exigences de la survie quotidienne les repoussèrent bientôt à l'arrière-plan de mon esprit. La carte de visite resta oubliée dans la poche de mon jean, passant 2 fois à la machine à laver avant que je la sorte finalement et la pose sur ma commode. Puis, un mardi matin qui avait commencé comme tous les autres, tout changea. J'étais penché sur ma planche à dessin, crayon en main, mesurant soigneusement les angles pour la rénovation du restaurant, quand la sonnette retentit. Probablement une livraison, ou peut-être Madame Martin de la maison voisine, qui voulait encore emprunter quelque chose. J'ouvris la porte et me figeai. Sur mon seuil se tenait un homme en costume coûteux qui valait probablement plus que mon loyer mensuel, flanqué de Céline et Camille. Mais ce n'était pas leur présence qui me fit trembler les genoux. C'était la façon dont ils se tenaient ensemble, la ressemblance familiale indéniable, l'aura de richesse et de pouvoir qui entourait l'homme plus âgé. « Monsieur Moreau, » dit l'homme, tendant une main manucurée avec un sourire chaleureux. « Mon nom est François Dubois. Je crois que vous avez fait la connaissance de mes filles. » Les pièces du puzzle se mirent en place avec une clarté à couper le souffle et écrasante. Les vêtements coûteux, 2 filles échouées dans mon quartier, les réponses vagues sur leur famille, la carte de visite que j'avais à peine regardée. « Vous êtes leur père », parvins-je à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Je le suis », dit François Dubois, sa poignée ferme et rassurante. « Et je comprends que j'ai envers vous une dette de gratitude que je ne pourrai jamais entièrement rembourser. » Céline fit un pas en avant, ses yeux se remplissant déjà de larmes. « Nous lui avons tout raconté, Lucas. Comment vous avez été le seul à nous aider cette nuit-là, comment vous avez ouvert votre maison à de parfaites étrangères, comme vous avez été gentil malgré le fait que vous aviez si peu à donner. » « Papa voulait venir plus tôt, » ajouta rapidement Camille, « mais nous lui avons demandé d'attendre. Nous devions d'abord être sûrs de quelque chose. » Ma tête tournait. Le monde semblait penché tandis que j'essayais de traiter ce qui se passait. « Sûr de quoi? » Le sourire de François Dubois s'élargit, et je vis d'où ces filles tenaient leur chaleur et leur authenticité. « Mes filles sont d'excellentes juges de caractère, Monsieur Moreau. Elles ont insisté pour faire quelques recherches avant que nous vous contactons. » « Des recherches ?» demandai-je, la confusion et l'inquiétude grandissante se battant dans ma poitrine. « Sur vos enfants, » dit doucement Céline, sa voix douce mais directe. « Sur votre situation de garde, vos luttes financières, votre parcours professionnel, tout ce que vous nous avez confié cette nuit-là. » Je sentis la chaleur monter à mon visage. Mes luttes privées, mes échecs, ma situation financière désespérée, tout avait été examiné, catalogué, probablement discuté dans des salles de réunion et des conversations familiales. L'humiliation était écrasante. « S'il vous plaît, ne soyez pas en colère, »
dit rapidement Camille en voyant mon expression. Nous ne voulions pas envahir votre intimité. Nous voulions juste aider, comme vous nous aviez aidés. Aider. Ma voix se brisa. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. François Dubois fit un pas en avant, son expression sérieuse mais bienveillante. Monsieur Moreau, je suis le PDG du groupe Dubois Construction. Nous nous spécialisons dans des projets de construction commerciale et résidentielle dans tout le Sud-Est. J'ai examiné votre portfolio architectural, ce que j'ai pu en trouver, et je suis sincèrement impressionné par votre travail. Je m'agrippais au cadre de la porte, mes genoux menaçant de céder. Je ne comprends toujours pas. Ce que je vous offre, dit doucement François, n'est pas de la charité, pas de la pitié. C'est de bonnes affaires mélangées à la reconnaissance d'un caractère exceptionnel. Mon entreprise est en expansion et nous avons besoin d'architectes talentueux qui comprennent que les bâtiments ne sont pas seulement des structures, mais des rêves coulés dans le béton. Le monde semblait ralentir, tandis que François Dubois continuait de parler. Je vous offre un poste d'architecte-chef de projet au groupe Dubois Construction. Le salaire serait suffisant pour vous permettre de déménager plus près de vos enfants à Marseille et de demander une garde partagée si vous le souhaitez. Vous concevriez le genre de bâtiment dont vous avez rêvé, des projets qui comptent, qui durent, qui transforment les communautés. Ma vision se brouilla alors que l'ampleur de ce que j'entendais me frappait comme un coup. C'est impossible. On ne peut pas simplement offrir un emploi à quelqu'un juste parce que ses filles ont passé une nuit dans sa maison. Vous avez raison, dit François avec un rire qui ne contenait aucune moquerie, seulement de la chaleur. Ce n'est pas comme ça que les affaires fonctionnent. Mais je peux offrir un emploi à un homme dont le caractère a été minutieusement testé et prouvé. Savez-vous ce que mes filles m'ont raconté de cette nuit? Je secouai la tête, incapable de parler. Elles m'ont parlé d'un homme qui avait toutes les raisons d'être amer, qui luttait pour garder la tête hors de l'eau, qui pouvait à peine se permettre de chauffer sa propre maison et qui a quand même ouvert sa porte à des étrangères dans une tempête. Elles m'ont parlé de quelqu'un qui a partagé sa nourriture, son abri, son histoire, sans rien demander en retour. Céline essuya ses yeux, mais sa voix était ferme. Papa ne construit pas que des bâtiments, Lucas. Il construit des équipes, des communautés, des avenirs. Et il a passé toute sa vie à chercher des gens qui comprennent que le succès ne signifie rien si on n'aide pas les autres à s'élever aussi. Nous n'étions pas échoués par hasard cette nuit-là, admit Camille, ses joues rougissant légèrement. Enfin, la voiture était vraiment tombée en panne. Mais nous étions dans votre quartier parce que papa s'intéresse au développement de quelques terrains dans la région. Nous avions roulé pendant des heures pour avoir un sentiment de la communauté. François hocha la tête. Quand leur voiture est tombée en panne et qu'elles ont commencé à frapper aux portes, c'est devenu un test involontaire du caractère du quartier. 17 maisons, Monsieur Moreau. Elles ont frappé à 17 portes avant d'arriver à la vôtre. 17 familles qui ont regardé par le Judas et décidé de ne pas s'impliquer. Je sentis les larmes couler sur mon visage alors que le plein impact me frappait. Comme j'avais été près d'être le numéro 18, comme j'aurais facilement pu regarder par le Judas et décider que j'avais assez de mes propres problèmes. Mais il y a plus, continua François, sortant un dossier de sa serviette. Le groupe Dubois Construction parraine un fonds de bourse d'études complet pour les enfants des employés. Noah et Emma seraient qualifiés pour des frais de scolarité complets quand le moment viendra, plus du tutorat, des programmes d'été, tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Le dossier glissa de mes mains engourdies. Les papiers se dispersèrent sur le seuil comme de la neige. Je m'effondrais sur les marches du perron, mes jambes cédant finalement. Les sanglots venaient du plus profond de ma poitrine. 3 années de douleurs accumulées et d'espoir désespéré se libérant enfin. « Pourquoi » chuchotai-je à travers mes larmes. « Pourquoi faites-vous cela pour un étranger » Céline s'agenouilla à côté de moi, sa main doucement sur mon épaule. « Parce que vous n'étiez pas un étranger pour nous quand c'est le plus compté. Vous étiez de la famille. » Camille nous rejoignit, ses propres yeux humides de larmes.
Et parce que papa nous a appris que le succès n'a pas de sens à moins qu'on l'utilise pour changer des vies. La voix de François était épaisse d'émotion. Mes filles auraient pu m'appeler cette nuit-là. Elles auraient pu utiliser leur carte de crédit pour une chambre d'hôtel, mais elles ne l'ont pas fait parce que la vie nous amène parfois exactement où nous devons être. Cette tempête n'était pas seulement du mauvais temps, Monsieur Moreau, c'était une opportunité pour elles d'apprendre quelque chose de profond sur la vraie bonté et pour moi de trouver le genre de personne que je veux représenter dans mon entreprise. Alors que j'étais assis là, sur mon seuil, submergé par l'ampleur de ce qui m'était offert, je pensais à l'homme que j'étais il y a 3 ans, prospère, motivé, entièrement concentré sur la construction de mon entreprise, pendant que ma vie de famille s'effritait autour de moi. Cet homme aurait peut-être vu Céline et Camille comme des clients potentiels ou des opportunités de réseautage. Mais l'homme que j'étais devenu, brisé, humilié, dépouillé de tout sauf mes valeurs fondamentales, avait vu 2 jeunes femmes effrayées qui avaient besoin d'aide. Et en plaçant la compassion au-dessus de la prudence, la bonté au-dessus de la peur, j'avais ouvert une porte à des possibilités que je n'aurais jamais pu imaginer. Il n'y a qu'une condition, dit François avec un sourire, m'aidant à me relever. Le dîner de Thanksgiving a lieu chez nous cette année. Céline et Camille insistent, et quand mes filles se mettent quelque chose dans la tête, la résistance est futile. Je ris à travers mes larmes, le son rouillé par le manque d'usage mais absolument authentique. J'accepte tout, le travail, l'opportunité, l'invitation au dîner. Je m'arrêtais, regardant chacun d'eux. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. C'est réel, assura Céline. Et Lucas, il y a autre chose. Papa a déjà parlé avec le meilleur avocat en droit de la famille de Marseille. Si vous voulez poursuivre la garde partagée, vous aurez le meilleur soutien juridique. Pour la première fois en 3 ans, je me permis vraiment de penser à l'avenir, voir Noah et Emma plus de 2 fois par an, être présent aux matchs de football et aux pièces de théâtre scolaires, les border le soir et leur lire des histoires en personne plutôt qu'à travers des lignes crachotantes. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau à Marseille, regardant l'horizon de la ville. Je pensais au bâtiment que j'allais concevoir, un centre communautaire qui servirait des familles comme la mienne, des familles qui luttaient pour l'espoir. Au loin, je pouvais voir l'école primaire où Noah et Emma iraient à l'automne, vivant avec moi la moitié du temps sous la garde partagée approuvée. Mon téléphone bourdonna avec un message de Céline. Papa a un nouveau projet à Paris. Devine qui est l'architecte principal. Tu peux venir dîner dimanche cette semaine? Maman fait sa lasagne célèbre. Je souris et tapais en retour. Je ne le manquerai pour rien au monde. Le dîner de famille est sacré. Et c'était vrai, parce que parfois, quand on ouvre sa porte à des étrangers dans une tempête, on ne leur donne pas seulement un abri, on invite des miracles dans sa propre vie. L'histoire de Lucas, Céline et Camille nous rappelle que la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous donnons quand nous n'avons presque rien. Lucas a ouvert sa porte à 2 inconnus dans la tempête, non par calcul, mais par pure humanité. Et cette bonté lui a rendu bien plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer. François Dubois n'a pas vu un homme en difficulté, mais un père dévoué avec un cœur d'or. Cette histoire nous enseigne que nos actes de compassion, même les plus petits, peuvent créer des ondulations qui transforment des vies entières. Parfois, la tempête qui semble nous détruire est en fait celle qui nous apporte notre salut. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a touché et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà aidé un étranger qui a changé votre vie? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la bonté humaine et les secondes chances.